Bien, la semaine dernière, j'ai présenté un peu l'approche due à l'origine de Barrymand-Kashdan pour tenter de montrer directement l'équation fonctionnelle de fonction L en suivant le plan de tête, la thèse de tête, et Rotman-Jacquet, etc. Et dans cette approche, l'un des ingrédients importants, c'est l'espace de fonction Schwarz, cet espace hypothétique de fonction Schwarz. Et un élément distingué dans cet espace, c'est ce qu'on appelle la fonction basique. Donc aujourd'hui, je vais présenter la construction de monoïdes, au moins qui donne certaines informations sur cet espace hypothétique. Donc, et comme je vais expliquer qu'en fait, ce modèle est évidemment très joli, mais il n'est pas suffisant. Il faut un autre ingrédient que je ne connais pas. Enfin, je peux expliquer dans des cas particuliers très simples ce dont on a besoin de plus, mais je ne sais pas le faire en général. Donc, je vais commencer par des choses vraiment très de base. Donc, la rappel sur l'isomorphisme de Satake. Et sa version géométrique. Donc pour simplifier, toujours, on va G va être un groupe réductif déployé. La version quasi-déployée marche tout aussi bien, mais je ne veux pas trop rentrer dans ces problèmes. Un groupe réductif déployé, donc sur un corps log F, un corps local non archimédien, dont notre OF, le corps de l'anneau des entiers, et en notre pi de F, un élément premier. Voilà, et bien sûr, on a cette. Je fais un peu des notations de standard. Donc, GT, donc G, c'est un temps maximal. Déployé. Je vais fixer aussi un sous-groupe de Borel qui le contient. Et je note lambda, le groupe de cocaractères, le homomorphisme de GM dans T, qui sera isomorphique de Z puissance N, où N c'est le rang du groupe réductif. Et donc lambda star sera le groupe dual, le groupe de T dans GM. Donc, comme d'habitude, on a des racines de coracines qui sont associées à ce groupe réductif. Donc, on a des racines qui est dans lambda étoile, et on a des coracines dans lambda. Et il y a une bijection canonique entre les racines et les coracines. Et le choix du Borel nous donne en plus les racines positives, les coracines positives, et aussi les racines simples. Voilà. Et on a aussi le groupe de Weil qui agit sur lambda et lambda dual en préservant l'ensemble des racines et qui est un groupe de réflexion engendré par les réflexions associées aux racines simples. Voilà. Et donc, avec ça, avec ces notations, je peux voilà, énoncer la décomposition de Cartan. Il s'agit d'écrire explicitement les doubles classes de l'axiome de GO fois GO sur GF. Donc,
sera une union sur les lambda dans lambda plus de GOF IF lambda G de OF. Donc ici, lambda plus sera l'ensemble des cocaractères dominants. Donc c'est lambda dans lambda, tel que lambda contre alpha soit un entier non négatif pour toute racine positive. Donc voilà. Et cet élément est πf. La puissance lambda, c'est un élément de T de F qui s'obtient par ce cocaractère lambda. Et ici, on a un πf qui est un élément de F étoile. Donc ça s'envoie bien sur un élément de πf à la puissance lambda dans T de F. Donc ça a un parfait sens. Et voilà. Et donc, de sorte que si on prend l'algèbre H, donc c'est l'algèbre des fonctions, l'algèbre de fonctions G de O fois G de O. Parfois, je n'écris pas O de F, invariante, à support compact. Dans G de F. C'est une algèbre définie, la structure multipérative donnée par le produit de convolution par rapport à la mesure de R, normalisée de sorte que G de O soit de volume 1. Et on a donc H en tant qu'espace vectoriel à une base donné par les fonctions caractéristiques de double classe. Donc, base constituée de C lambda, qui est la fonction caractéristique de G de O, pi lambda G de O. J'enlève les indices F, parce que je pense qu'il n'y a pas de confusion possible. Et c'est une algèbre importante pour la théorie de représentation de groupe de G. Ici, donc il y a un produit convolution qui s'avère d'être commutative. On a une base, mais un problème, c'est que quand on multiplie, les constantes de multiplication sont compliquées pour cette base. Donc en fait, il y a une base meilleure. Il y a une base meilleure. Qui est donné par cet isomorphisme de Satake. Donc on a qui fournit par l'isomorphisme de Satake. Donc on va prendre, suivant l'enlance, on va noter G chapeau. Donc ici le groupe est déployé, donc on prend le G chapeau, c'est le groupe dual de l'enlance, donc qui est défini sur le corps des nombres complexes et qui s'obtient de G par donc le système de racines de les données radiciennes s'obtient de celui de G en inversant le rôle des racines de coracines. Donc on remplace lambda par lambda dual, lambda étoile, on remplace phi par phi tchèque, etc. Donc ça donne un groupe réductif qui est bien défini à un isomorphisme intérieur près. Et l'isomorphisme Satake dit comme ça, c'est un terme important de Satake, il dit qu'on a un isomorphisme qui est canonique
d'algèbre qui va de H, on appelle ça s'attaquer, qui va vers l'algèbre des fonctions polynomiales sur G chapeau qui sont invariants par rapport à l'action de G chapeau sur lui-même par conjugaison. Donc, voilà. Donc, en particulier, H est commutative. Voilà. Donc, avec cet isomorphisme, on a une autre base qui est donnée par parmi les fonctions invariantes chez G chapeau. Bien sûr, on a des fonctions données comme la trace des règlements irréductibles. Donc, T chapeau, c'est le temps maximal dual donc pour chaque lambda, dans lambda plus, on a donc un caractère lambda, ça devient, qui était un co-caractère de T, ça devient un caractère de T chapeau. Donc GM défini sur C, c'est un caractère dominant. Donc on a, par la théorie de Weil, on a la représentation ρ lambda de G de G chapeau dans GLN lambda. C'est la représentation irréductible de plus haut poids plus haut poids lambda. Donc d'après la théorie de Hermann-Weyl, on sait classifier les représentations irréductibles des groupes réductifs complexes, dimension finie. Donc, ils sont donnés exactement par cet ensemble. Des caractères dominants de T chapeau, donc un co-caractère dominant de T, et pour chaque lambda, on a ces représentations irréductibles. Et donc, on va poser S lambda, c'est la fonction sur G chapeau, donnée par la trace de ρ lambda de G. Pour tout G dans des points complexes de G chapeau. Donc S lambda appartient bien à C de G chapeau et G chapeau et forme une base de cet algèbre. Voilà, on a donc notre base, cet algèbre. Et bien sûr, cette base se comporte de façon bien plus variable par rapport au produit de convolution, parce que le produit de convolution sur H correspond, dans ce langage de représentation, correspond à produit tensorien de représentation, de sorte que si on fait le produit de S lambda et S mu, on obtient une combinaison linéaire de forme de même type avec des coefficients qui sont des entiers non négatifs. Voilà. Voilà. Donc la théorie de cette occasion géométrique donne une interprétation géométrique très jolie de la transformée inverse de ces fonctions. Donc, on va se mettre dans le cadre de corps local caractéristique positif. Donc, on a maintenant un K, c'est un corps fini. C'est le corps des séries formelles de Laurent. Et OF, c'est K de I.
Et on a un objet qu'on appelle la Grassmannienne affine. Que je note Q, Q de G. C'est un I-schéma. C'est un in-schéma. Donc c'est une limite inductive stricte de in-schéma in-projectif, une inductive stricte de schéma projectif avec la propriété. On ne va pas refaire la construction de la Grassmannienne affine parce que ça prend du temps et ça, je pense que nous n'avons pas besoin de tous ces détails. Tels que les K-points, donc les points sur le corps fini et le quotient de G de F par G de O. Donc c'est le quotient qui... Voilà. Et c'est un in-schéma in-projectif. Et la décomposition Cartan dans ce langage devient la décomposition de Cartan devient ici les géo-orbites. Donc géo agit à gauche sur GF, sur G de O. Et géométriquement, on va prendre le groupe de lacets de G, donc N de G. C'est le groupe de lacets, donc les K-points et ce sont les points de G à coefficient dans les séries formelles. Donc on a donc ça c'est de nouveau ça c'est un groupe algébrique, c'est une limite projective donc là c'est vraiment un schéma qui n'est pas défini, mais donc NG il agit sur cette Grassmannienne affine et essentiellement par le Cartan on a une décomposition en orbite, on a donc Q de G et une union d'orbite, donc lambda dans lambda plus de Q lambda. Donc Q lambda c'est l'orbite et l'orbite du groupe de l'ACNG passant par le point pi lambda. Donc pi lambda, ça définit un élément de G de F, donc ça nous fait bien un point de la Grassmannienne affine. Donc je répète, le Cartan, ça nous est réincarné ici comme une orbite du groupe de lacets sur la Grassmannienne affine. Et donc ces orbites sont des variétés algébriques de Tifini, mais ne sont pas propres. Donc on note un Q lambda bar, donc l'adhérence schématique de Q lambda dans la Grassmannienne affine. Et en fait, le fait que c'est une projective, veut bien dire que Q lambda bar est en fait un schéma projectif. Et on peut écrire des orbites ici. Donc Q lambda bar, ce sera l'union disjointe des orbites de Q lambda, Q mu, où mu sont plus petits ou égal à lambda, où on a utilisé l'ordre partiel, où mu est plus petit que lambda, si lambda moins mu est une somme de racines de coracines positives. Voilà. Et comme c'est un schéma projectif, il a un sens de considérer le IC lambda, c'est le complexe d'intersection
de Q lambda bar. Et on va... oui. Cette égalité? Oui, c'est vrai, c'est démontré. Enfin, je ne peux pas le démontrer maintenant, mais c'est... Oui, 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 c'est vrai. Oui. Non, non, c'est de coracine positive. Oui. Oui. Non, non, c'est vrai. Enfin, je vais presque démontrer après. Oui, mais pas complètement. Donc, le complexe, c'est un complexe L-adique sur un schéma projectif de type fini sur le corps fini. Donc, on a une fonction que j'appelle A lambda. C'est la fonction trace de Frobenius. Donc, A lambda de X sera la trace de Frobenius. Donc, si K c'est FQ, donc c'est le Frobenius Q agissant sur la fibre de IC lambda au-dessus de X. Donc pour tout X, pour tout K point de FQ lambda bar. Donc cette fonction est bien comme finale des rangs d'orbite. Bien sûr, ce complexe il est équivariant par rapport au groupe de l'AC. Donc cette fonction est invariante. Et en fait, il vaut mieux de mettre une sorte de normalisation. Il y a une Q à la puissance quelque chose, donc je ne me souviens pas, je n'ai pas eu le temps de trouver quelque chose comme lambda contre rho, mais je ne sais plus où c'est moi. Mais en tout cas, une fois qu'on a cette normalisation, on a cette vraiment jolie identité donc qui est c'est vraiment l'essence numérique, en quelque sorte, de l'homosatellite géométrique. Donc, c'est un terme de Lustig, en fait, qui dit que le s'attaquer de cette fonction A lambda, donc cette fonction trace de Frobenius sur le complexe d'intersection normalisé convenablement, il faut mettre une bonne puissance de Q, eh bien, on trouve S lambda. Donc on voit bien que c'est fonction A lambda du fait qu'on a entre la base A lambda et la base C lambda formé des fonctions caractéristiques de double classe. On a une matrice de changement de base qui est triangulaire supérieure. Donc C lambda c'est aussi A lambda c'est aussi une base. Et puis à cause de cette identité, on voit bien que quand on multiplie les constantes de multiplication par rapport à cette base est bien meilleur. Ça ne dépend plus de Q, ça devient il n'y a que des entiers. C'est le même, c'est les nombres de compositions qu'on fait le produit tensoriel, des représentations irréductibles du groupe dual. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je dois rappeler de l'isomorphisme s'attaquer et s'attaquer géométrique. S'attaquer géométrique un peu plus, mais c'est vraiment le point de départ de s'attaquer géométrique. C'est vraiment un beau théorème de Lustig. Voilà. Et en fait, bon, je vais continuer. Dans la suite, en fait, je vais même rappeler, pas complètement, mais une bribe, une partie des démonstrations du groupe de Cartan. On a vraiment besoin de comprendre ces décompositions de façon algébrique, de mettre les équations, en quelque sorte, pour distinguer les orbites les unes entre les autres, grâce à ces monoïdes. Mais avant, j'essaie quand même d'énoncer ce que je voulais faire. Donc maintenant, on va comprendre cette fonction basique. Ça ne fait pas très français, mais je ne trouve pas d'autre alternative. Donc c'est la fonction qui, comme la semaine dernière, j'ai expliqué, on aime construire une fonction dont la trace
sur les représentations soit 0 si les représentations sont ramifiées et données par le bon facteur n s'il est non ramifié. Donc on a donc ρ lambda, mais on fixe un lambda, une représentation du groupe dual. Et donc si pi est une représentation admissible, irréductible, lisse irréductible de G de F, eh bien pi de G de O est un module, est un H module, et pi est non ramifié. Si ce pi de G est non nul, donc il sera alors un module, un H module de dimension 1. Et donc par s'attaquer, la classe d'isomorphisme de pi non ramifiée, une représentation non ramifiée, est donnée par un C point de cet algèbre des polynomiales sur G chapeau, sur G chapeau invariante. Et c'est exactement une classe de conjugaison semi-simple. Et donc donnée par une sigma, une classe de conjugaison semi-simple dans G chapeau. Donc, le chapeau, pour être précisé, c'est non complexe. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est de construire le, donc ρ lambda est toujours cette représentation du groupe dual dans GLN lambda. Et donc on veut écrire le facteur local S, c'est non complexe, de pi ρ lambda, qui sera donc le déterminant lorsque pi est non ramifié de 1 moins ρ lambda sigma Q moins S moins 1. Et si on le développe en ce déterminant comme une série formelle, eh bien on trouve la série n de 0 à l'infini de la trace de Siemens de ρ lambda sigma et Q à la puissance moins ns. Voilà. Et là, et en quelque sorte, on veut comprendre la transformation. Donc ça, c'est une fonction. Ce n'est plus une fonction polynomiale, mais c'est une fonction rationnelle sur G chapeau. Et on veut comprendre. La fonction basique, bêta lambda, ce sera la s'attaquer moins 1 de cette fonction. Donc, il sera on voudrait que bêta lambda soit une fonction G de O fois G de O invariante sur G de F, mais qui peut-être n'est pas support compact. Peut-être pas de support compact. Donc essentiellement, on prend alphabétiquement, on va prendre chaque fonction ici. C'est une fonction polynomiale. On prend le somme s'attaquer inverse. Ça nous fait une fonction support compact. Et si on a des
conditions pour que les supports à cette fonction soient disjoints, on peut les sommer. Donc ça nous fait une fonction sur GDF qui n'est pas support compact. Donc cette sommation a un sens si on met des hypothèses. Donc je vais mettre des hypothèses les plus agréables pour que ça marche, qui paraît assez général, mais en fait ça cause des problèmes plus tard quand même. Donc je vais supposer, donc, mettre une hypothèse. Je vais supposer que j'ai un déterminant de G dans Gm, et tel que dualement, donc j'ai le Gm dual dans G chapeau, et une fois que je compose avec ρ lambda, eh bien je trouve l'homomorphisme qui est donné par la multiplication scalaire des matrices. En quelque sorte, c'est toujours facile de ramener ces situations. On peut remplacer G par G fois Gm, pourquoi pas. Et on peut G chapeau avec G chapeau fois Gm. Donc, on se place ces situations. Mais la difficulté, c'est à partir de ces situations de revenir à G, ça cause des problèmes. Mais on peut toujours se ramener en fait quelque sorte de cette situation. Voilà. Et donc, bien sûr, on a ces situations. Donc, dans ce cas-là, l'algèbre de Hecke de G fois. Donc, on a le ρ lambda peut être plus. Bon, je vais appeler ça G plus. Le plus va être quelque chose d'autre après, mais pour l'instant, on va appeler ça G chapeau plus. Donc, ρ lambda plus sera donc de G et T, c'est ρ lambda de G fois T. Donc ça, c'est la représentation, mais ça, c'est multiplication scalaire. Et du côté de G, on a H de G fois Gm. C'est simplement H de G pour les tensoriels avec C. Ici, je prends V, je ne sais pas si c'est très heureux, mais V plus ou moins 1. Donc ça, ça correspond à l'algèbre de Hecke du groupe multiplicatif. Donc c'est simplement le produit tensoriel. Et donc, dans ce cadre, donc on a donc je remplace ceci par le V aussi, donc le Satake inverse de la fonction bêta que je cherchais sera donc qui est Satake inverse de facteur n non ramifié. Donc ce sera donc la somme de n à 0 à infini de bêta n v à la puissance n. Donc v, c'est cette nouvelle variable que j'ai ajoutée. Et donc bêta n, ce sera la Satake inverse de la puissance symétrique. Voilà, c'est ça ma fonction basique. Et avec cela, je peux aussi pour toutes représentations irréductibles phi de G, eh bien j'ai la trace
de bêta lambda de pi. Ce sera de pi et puis tensorisé avec la valeur absolue de déterminant à la puissance s. Ce sera le ns pi rho lambda si pi est non ramifié et 0 sinon. Donc voilà. Donc ici, c'est une manipulation complètement formelle. Et la seule astuce, c'est de mettre cette variable pour que les supports de Siemens soient bien disjoints. Et donc on a cette fonction. A priori, c'est seulement une Oui, non, je pense que c'est un peu confus quand je prépare les notes, mais en fait, je ne fais pas d'hypothèse, je remplace G par ça. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est après, si on revient à G, c'est compliqué. Et puis la discussion, ça marche dans ce cadre qui est légèrement plus général, mais enfin, c'est pas. Voilà. Et maintenant, ce dont je veux faire, c'est justement de construire des monoïdes qui a un cadre naturel pour comprendre cette fonction basique. Et en fait, le monoïde, à l'origine, si on veut vraiment démontrer de carton, en fait, on aurait dû en fait commencer par ça. Si on ne veut pas admettre des de carton, en fait, ici, je veux ajouter qu'en fait, c'est vraiment bizarrement, dans cette situation, la partie semi-simple marche bien, mais là, tout le côté compliqué, ça vient quand on met des GM, et puis quand on mélange avec le centre. Donc, enfin, ça se répète à plusieurs endroits. Bien, je rappelle une construction vraiment belle, c'est le monoïde de Weinberg. Je pense qu'a mentionné Michel Brion la semaine dernière, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment important pour comprendre cette histoire. Donc là, je vais supposer que c'est un groupe. Vous faites puis ça, notre GSC, un groupe semi-simple, simplement connexe. Donc, sur un corps quelconque, j'appelle le corps K. Donc, je suppose que ça déployé aussi pour éviter des ennuis. Et donc, j'ai TSC, c'est le temps maximal de GSC. Et maintenant, je prends le G+, ce sera le GSC fois TSC divisé par le centre. Donc le centre agit, donc Z agit sur G et T, c'est Z de G, Z moins 1 de T. On verra bien pourquoi je fais ça. Donc, puisque excuse-moi, je pense que j'enlève le SC ici parce que sinon je vais me tromper. Je vais suivre mes notes rigoureusement pour ne pas me tromper de notation. J'enlève le SC. Donc G est simplement connexe. Et G+, c'est une extension. Donc on a une extension d'un tore par GSC. Donc on a G+ vers T add vers 0. Donc on a deux suites exactes comme ça. Donc TA, c'est T
divisé par Z. Et puis on a aussi une extension dans l'autre sens, c'est l'extension du groupe adjoint par le temps T, TSC. Donc, voilà. C'est une sorte d'extension universelle du groupe adjoint, si on peut comprendre ça comme ça. Donc maintenant, puisque G est semi-simple et simplement connexe, le groupe lambda étoile plus, donc ça c'est les groupes de caractères dominants. Donc, il est bien engendré par, et en fait c'est le monoïde engendré par c'est le monoïde engendré par les poids fondamentaux. Poids fondamentaux, donc oméga 1, oméga n, qui sont définis par comme la base duane des coracines simples. Donc on a alpha i, check, oméga i, oméga j et le symbole de Kronecker. Voilà, et donc pour chaque i, on a la représentation donc toujours parce que le groupe G est supposé simplement connexe, on a oméga i, donc une représentation de G dans Gn, n oméga i, une représentation irréductible. Depuis au poids oméga i. Et on va l'étendre à G+. Donc on va l'étendre à G+, par ρ plus oméga i de G+, toujours dans le même espace. C'est la seule formule un peu astucieuse ici, c'est cette formule pour ρ plus de oméga i de Tg. Donc, bien sûr, on garde le rho oméga i de G, mais on va faire T agi par un scalaire qui est un peu moins. On va prendre le W0 de oméga i et T moins 1. Donc, ça, c'est la seule part qui est un peu non triviale dans cette construction. Donc oméga i, c'est le poids fondamental. On lui applique le long élément du groupe de Weyl. C'est le long élément W. De sorte que ça devient antidominant, mais qu'on applique le T-1, donc en fait c'est dominant. On va voir pourquoi on fait ça. Et on voit aussi bien que en fait, quand on fait ZZ, ça fait 0 ici. Et donc, ça fait bien une représentation de G chapeau. Et on a aussi le alpha i. Donc, c'est la racine simple qui va de T dans Gm. Et on a alpha i plus. De G plus dans Gm, où là, on fait rien du tout. Alpha i plus de T de G et seulement alpha i de T. Donc, on remarque bien que alpha i s'annule sur Z. Donc, ça ne cause pas le problème pour le quotient par Z. Donc, avec tout ça, on va faire une représentation de G+, donc ce ρ plus de G+, ce sera une représentation dans le produit de I à 1 à N de Gm fois
le produit de I de 1 à N de Gn NI. Donc NI c'est N oméga I. Et donc on a des formules de rho oméga I plus dans le GNNI et de alpha I plus dans ce facteur-là. Et on va poser le mot de Weinberg, ce sera l'adhérence. Et d'abord, on voit que remarque et que ρ plus est une immersion fermée. Donc c'est assez facile à voir. Sur le premier facteur, pour que ça soit trivial, il faut que T soit dans le centre. Et puis son T est dans le centre, vous voyez bien ici avec le G doit être aussi... Oui, il y a un problème. Non. Voilà, et on va noter que M+, et l'adhérence schématique ou la normalisation de celle-ci. Ici, il faut normaliser parfois. Pour un caractéristique 0, il n'est pas la peine de normaliser, mais en caractéristique P, il faut parfois normaliser. Je n'ai pas étudié ça de près, donc normalisation de celle-ci de ρ plus, de G plus dans produit de... Donc ça c'est AN, A1 fois les matrices. Donc c'est M, NI. M avec de double barre, c'est les matrices pour moi. Donc ça, c'est le modèle de Weinberg, c'est cette adhérence schématique. Et puis, il y a une comptine ouverte qui est intéressant aussi, c'est M plus 0. C'est l'adhérence schématique dans un truc un peu plus petit. Donc ici, on garde toujours le 1,1. N, mais ici, on enlève le point 0 des matrices. C'est juste un peu plus petit, mais ça fait un effet parce que ce M+ est beaucoup plus sympathique. Donc, le fait est que en fait, ce M0+ se rattache à un objet un peu plus familier, qui est le comportement magnifique. Donc M0+ est en fait un schéma lisse, un élément sympathique. Et plus précisément, c'est vous voyez ici, on a G+, c'est une extension de G hat par T, et c'est un T torseur. M0+ est un T torseur. C'est un T torseur sur la compartification magnifique de G-AD. Donc, pour le groupe adjoint à une compartition canonique, c'est un truc magnifique qui est compartification dans le bord divisé au croisement normaux donné par des sous-ensembles de racines simples, etc. Donc, c'est de continuer Prochésie. Et en fait, vous voyez le groupe de Picard de cette compartition magnifique est exactement le groupe de caractères lambda, de sorte comme là,
on a un T-torseur canonique là-dessus. Et c'est bien ce M0+. Donc, en quelque sorte, de façon M0+, c'est... et M+, ce sera l'affinisation de ce M0+. Donc, autrement dit, c'est l'anneau de Cox. Donc, ça vient par le spectre de l'anneau de Cox de la compactification magnifique. Donc, j'aurais pu le définir comme ça. Je peux prendre comportement magnifique. Je prends l'anneau de Cox, je prends son affinisation. Donc, l'anneau de Cox, ça donne d'abord un T-torseur, parce que donc, il y a ici, on a le G bar add. Donc, ce n'est plus un groupe, mais donc on a le M plus 0. Donc M plus 0, c'est un T-torseur sur G hat bar. Donc comme un T-torseur, c'est bien sûr lisse, parce que la base est lisse, c'est un torseur. Mais ce n'est pas affine. Et quand on prend l'affinisation, on obtient un truc un peu atroce, c'est le monoïde de Weinberg. Mais j'aime bien présenter de façon un peu plus matricienne comme ça, pour la raison, pour la connexion avec des compléments de Cartan. En fait, cette construction, ça s'est fait exactement pour... alors, avant de faire l'énoncé, on va expliquer ce qu'on essaie de faire ici. Dans le cas GNLN, comment on fait pour décrire de façon élémentaire une double classe. Donc, c'est G comme le GNLN. Donc, on veut décrire cette double classe. Pi lambda de GNN de O. Eh bien, la façon la plus bête de le faire, c'est de le plonger dans la représentation fondamentale. Donc, on a ρ I, donc ça c'est le wash I. Donc, ça va dans un GN plus grand. Et tout ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, sera une matrice dont le GCD, le PGCD des coefficients soit exactement lambda contre la. Donc ici, c'est G est là-dessus. Ça implique que ρ oméga I de G, le PGCD, de coefficients de métrique, des coefficients, des entrées de la matrice ρ oméga I G soit exactement T à la puissance, si je ne me trompe pas, c'est moins. Enfin, c'est le nombre que j'ai effacé ici, malheureusement. C'était le moins lambda contre W0 oméga I. Cette partie-là, ça ne change rien pour le PGCD, parce que ça fait dans GLN de I de O. Il suffit de regarder comment la matrice diagonale s'envoie dans GLN-I. Donc le T le plus grand, ce sera T à la puissance lambda oméga I. Et tout en bas, vous avez T à la puissance D lambda moins W0 oméga I. Donc ça, c'est le plus haut poids, c'est le poids le plus bas. Donc ça, c'est là où on a le pôle le plus grand. Donc ça, c'est le PGCD.
Et en fait, pour connaître le double classe, il suffit de calculer tous ces PGCD pour toutes les notations fondamentales. Eh bien, ça marche aussi pour tous les groupes. Il faut remplacer ou un simple connexe. Parce que ça détecte le lambda. Donc, du coup, lambda. Et donc ça, c'est le. Donc, je fais l'énoncé précis. Donc, on considère ce G plus de F, donc on regarde toujours l'intersection de F point de G plus, mais qui s'étend à M plus. Donc ça, c'est notre objet de base. C'est des points de G plus qui s'étend à M, comme un série formée à O plus. Donc, on a fait ce morphisme de Théade. J'appelle ça pi plus, je ne sais pas si c'était très heureux, mais enfin. Donc ça s'envoie dans la partie abélienne en quelque sorte. Donc T hat de F fois intersection avec A à la puissance n de O. Donc T hat c'est vraiment Gm puissance n. Donc ceci est une union de... Et là, on voit bien que les poids dominants apparaissent ici. Un point ici, c'est des unions de T de pi à la puissance lambda de T de O, où lambda est dans lambda hat. Mais pour qu'il l'étend à M+, c'est exactement ce dans plus. Donc ici, on met AN ici, ça force que ce soit dans lambda dominant. Ça, c'est un fait. C'est par la construction comme ça. Et donc ça, c'est lambda. Et puis, on a lambda plus. On a T qui va dans T add. Et on a un lambda qui s'inclut dans lambda plus. Donc, c'est un sous-groupe d'indice fini. Donc, pour que le plus simple, c'est des lambda qui sont dans lambda plus. Alors, on a deux choses. On a le M. Rappelons qu'on a le M+. Et le truc le plus simple, un peu plus simple, c'est M plus 0. Donc ça va dans AN. J'appelle ça pi plus. Et là, c'est pi plus 0. Alors, vous pouvez écrire que pi 0 moins 1 de t puissance lambda est exactement GO t lambda G de O. Donc, vous pouvez écrire exactement la Dupont-Cartan en utilisant ces structures de monoïdes. D'abord, ça commence bien, les lambdas sont bien dans la base. Et puis, quand on en prend la fibre, si on prend le truc plus petit, le truc lisse, on obtient exactement la double classe. Et si on prend le plus, donc pas le 0, donc surtout le M plus de T lambda, eh bien on obtient donc ça c'est un peu comme la cellule de Schubert Q lambda. Et ici on obtient la cellule de Schubert la clôture. Donc c'est lambda plus petit que lambda de G de T lambda prime G de O. Ça correspond au Q lambda bar.
Donc la différence entre le Weinberg et la partie lisse de Weinberg, en quelque sorte, ça se reflète dans le concordant. C'est d'une part, pour la partie lisse, on obtient exactement la double classe. Et si on prend toute la partie affine, eh bien, on trouve toutes les scènes lunes plus petites. Pardon? Ah, T, je me trompe toujours entre T et pi. Oui. Pardon. Voilà. Et ça marche un peu pareil. Enfin, c'est un peu ça, c'est seulement pour lambda plus, donc c'est lambda plus, donc c'est un sous-groupe d'indice fini de lambda plus add. Donc là, on trouve bien avec le groupe simplement connexe, mais si on prend le lambda dans lambda plus add, donc c'est un peu plus général. Je ne sais pas faire l'énoncé exact, mais au moins on a ça. Si on prend l'image de ce bazar, de pi 0 plus moins 1 de pi lambda dans G hat, si on voit dans G hat, eh bien on trouve bien le G hat O de T lambda G hat O. Donc il y a une notion précise, mais je n'arrive pas à l'écrire en préparant des notes, mais il y a sûrement une notion. Mais si on prend l'image dans G hat, eh bien on va trouver une double classe dans G hat. Il y a toujours plus de double classe dans G hat que dans G simplement connexe. Et on les retrouve tous dans ces structures de monoïdes. Donc essentiellement, les doubles classes dans des concepts de Cartan consistent à les points dans G plus F qui sont un point série formel dans le M+. Et là, on a un autre paramètre parce que ça projette sur le T+, on retrouve le lambda. Le T de O agit sur TF, ANF, c'est donné par les lambda. Et chaque fois qu'on prend un lambda, la fibre est exactement la double classe ou la réunion de double classe qu'on voulait. Et on aura la double classe si on prend la partie torseur du monoïde. Et si on prend toute l'affinisation, on aura l'union de double classe. Voilà. Donc voilà, c'est cette. Donc ici, cette structure est en quelque sorte c'est adapté pour étudier des communes de Cartan de façon comme algébrique, en ayant les séries formelles sur l'espace de l'AC. Mais la connexion avec les fonctions n, on le voit aussi. Si on donc il y a beaucoup de monoïdes, mais les meutes les plus, il y en a un qui est particulièrement joli, c'est le meute de Weinberg, qui s'obtient par ces monoïdes associés à l'extension universelle, en quelque sorte, du groupe adjoint. Mais les monoïdes qui nous intéressent, de point de vue fonction n, semblent tous s'obtenir du mode de Weinberg. Donc je reviens à cette situation. On a donc G, on a un déterminant vers Gm. Et donc, ici, je dois supposer que G dérivé est simplement connexe. Et donc, j'ai dualement, j'ai G chapeau M qui va dans G chapeau, qui va dans GLN. Et donc, donc, je suppose ici, ce sera
c'est l'identité. Et donc, je prends le revêtement connexe de GLN, de G chapeau. Et donc, ici est une représentation dont la somme c'est irréductible. De plus haut poids lambda. Donc, je vais prendre ce lambda. Et donc, j'ai un homomorphisme de GM vers le T adjoint. Et je ne sais pas comment dire, mais je vais prendre ça, G devient ce groupe-là. Je vais prendre le G qui est formé par le produit cartésien en prenant le GM dans théâtre et former ce produit cartésien. Et du coup, ici, G est donné par un monoïde, ça me part donc M plus, ça va dans AN et ça va dans AA. Donc le fait que lambda est dominant, ça fait que ce morphisme se prolonge en morphisme de A dans AN. Donc j'ai ce M lambda. Donc dans cette situation, un peu particulier, dans ces situations, j'ai le G inclus dans M lambda, c'est un monoïde adapté à la représentation irréductible du groupe dual de plus haut poids lambda. Et dans cette situation, en fait, là, je suis un peu désolé que je n'arrive pas à formuler cette condition de façon plus générale, mais donc je dois me contenter de ce G qui s'obtient de cette façon. En général, on devrait pouvoir le faire, mais j'ai toujours pensé que c'est facile, mais quand j'essaie de faire, ici, pour préparer mes notes, je n'y arrive pas. Donc. Pardon? En fait, essayons de prendre le. Je prends le G simplement connexe. Et G simplement connexe. Et donc ici, G chapeau est adjoint. Et je prends GM. Donc. Oui, donc c'est ça le conflit au groupe G. Ce sera l'extension de G simplement connexe par GM. Non? T'es perdu? Non, c'est dommage. Donc reprenons. Je donne un groupe simplement connexe au départ. G est simplement connecté donné. Non, le G s'obtient par le diagramme. Et je construis le G. Oui, quand j'ai un lambda de rho lambda de G, et je construis le G+. Comment? Oui. Et donc, dans ce cas-là, au moins, donc l'espace de Schwartz
l'espace de Schwartz de G de F lambda doit être les fonctions qui sont localement constantes sur G de F qui sont à support relativement compact dans ce M lambda de F et dans lequel j'ai la fonction basique bêta lambda. Et donc ça, c'est que j'avais défini tout à l'heure en faisant cette attaque inverse. Et un résultat dont je vais expliquer la semaine prochaine, enfin dans le prochain cours, c'est que ceci peut être interprété comme la trace de Frobenius sur le complexe d'intersection de l'espace de la C de ce M lambda. Donc, en quelque sorte, l'espoir, c'est que les autres fonctions devaient trouver pour les faisceaux pervers sur cet espace de la C autre que le complexe d'intersection, sauf qu'on n'arrive toujours pas à définir ce que c'est les faisceaux pervers sur cet espace, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, j'ai écrit explicitement ce qu'on veut de cet espace. On veut qu'il soit, il faut 2 points, ce qui doit être invariante sous le produit de convolution de la fonction des fonctions listes à support compact sur G de F et aussi invariante par multiplication par les fonctions lisses sur G de F. Donc une forme un faisceau donc c'est des espaces de section comme un certain faisceau sur M. Donc ça c'est des désirs. Mais dans les quelques minutes qui me restent, je vais expliquer pourquoi ce monoïde n'est pas suffisant pour ce problème. En fait, il y a d'autres objets encore à découvrir. Donc, pour ça, essayons donc, ça, c'est un peu le cadre simplement connexe. En fait, il y a d'autres cadres. Vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas le monoïde qui va faire l'affaire, mais c'est en fait une sorte de champ. Dans le groupe adjoint, c'est ce monoïde divisé par groupe fini, c'est des choses comme ça. Et ça se voit très clair donc même dans le cas GM. Donc, et ça, on va dans le cas G égale à GM. Et donc, si ρ est la représentante identique dans GN1, bien là, il n'y a pas de problème, c'est la thèse de tête, donc on a GM dans A de 1, et l'espace de Schwartz de ρ et simplement les fonctions à support compact sur F. Donc ça, c'est le cas bien compris. Mais ensuite, si on prend la représentation réductible, si on prend ρ, qui est GM dans GM2, donc identique plus identique. Donc c'est la somme de représentations identiques. Eh bien, ici, si on construit le monoïde, ce sera le monoïde, quoi qu'on fasse, ça reste encore 1,1. Mais en fait, cette représentation-là nous donne un morphisme de 1,2 dans 1 de 1. Donc, c'est le morphisme de x, y, somme vers x fois y.
Et donc, oui. Tu veux que ce soit invariant par multiplication par C infini G2. Les fonctions localement constantes. Oui. Ou même dans M de F, non? Je veux qu'il est censé être un faisceau. Par multiplication de F, des fonctions. Mais de fait, de bien fonction. Si je prends une fonction localement constante sur F et que je la multiplie par une fonction localement constante sur F étoile, ça ne va pas rester localement constant sur F. Oui, oui, non. Peut-être M de F. Donc ici, ici on a A1, donc ici le morphisme est de GM au carré dans GM, et on a un noyau qu'on appelle le U, un noyau. Eh bien, on a A1 ici, c'est A2 divisé par U, le quotient de théorie des invariants, mais on a aussi quelque chose qui est un peu plus riche, c'est le quotient champêtre de A2 par U. Et donc, dans ce cas-là, on voit clairement qu'il y a deux objets. Il y a le quotient champêtre et le quotient des invariants. Et en fait, les deux, dans ce cas-ci, l'espace de Schwartz se calcule sur ce quotient champêtre et non pas là-dessus. On s'exprime comme une fonction là-dessus, mais l'espace de Schwartz ici, on peut l'écrire ici, le S rho, c'est... ici, c'est des fonctions qui est à support compact. Dans F, mais donc localement constante sur F étoile, mais en 0, c'est la somme de germes, c'est deux germes. C'est la somme de fonctions qui est la fonction constante et la valuation. C'est le logarithme. Donc, et c'est exactement quand on pousse la fonction localement constante ici, oui, ça dépend comment on peut écrire un x dans O en termes de x fois y fois z. Eh bien, on voit que ça dépend de la valuation. Donc, cet espace dépend de ça. Et puis, donc ici, on voit clairement, cet espace grossier n'est pas suffisant. Il faut tenir compte d'un truc champêtre. Et puis, il y a un autre cas qui est des guerres plus compliqué, c'est toujours G et GM. Et l'autre côté, on prend ρ de GM dans GL1, mais de T dans T au carré. Eh bien, ici, la fonction basique, c'est la fonction basique bêta et la caractéristique de O plus la caractéristique de pi au carré de O plus carré de pi 4 au carré de O, etc. Et donc, l'espace de Schwartz ici, c'est en fait, il y a une fonction C1. On a, en fait, c'est A1 divisé par mu2 dans A1 divisé 2 par mu2. Donc, on peut écrire cet espace de Schwartz avec ce champêtre, 1 divisé par mu2. On retrouve bien les trucs avec des variations paires ou impaires en regardant ce champ. Donc, en général, il faut. Donc, l'espoir, c'est en général, il faut adapter la conjugation monoïde quand il y a des parties vraiment subtiles avec des tores, et de construire une sorte de monoïde champêtre. Mais je ne suis pas encore arrivé à le faire. Voilà. Merci.